Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur Flask. Aujourd'hui, on va parler des templates. Dans la dernière vidéo, on avait simplement créé 3 routes et à chaque fois, on était venu retourner du HTML. Alors bien évidemment, c'est pas tout à fait ce que l'on souhaite faire. Dans notre application, on va plutôt vouloir rendre nos fichiers de templates qui se trouvent pour l'instant dans le dossier template files. Dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est que on va créer une nouvelle branche. Comme ça, vous aurez le code spécifique pour cette vidéo dans cette nouvelle branche. Et cette nouvelle branche, on va l'appeler 02 templates. Ensuite, on va venir importer une nouvelle fonction à partir de Flask. Et cette fonction, elle va s'appeler render templates. Et comme son nom l'indique, elle va servir pour rendre les fichiers de templates. À la place du HTML que l'on retournait jusqu'alors, on va pouvoir maintenant utiliser notre nouvelle fonction render template et au niveau de l'argument, on va passer le nom de notre fichier home.html. Alors pour pouvoir rendre les fichiers, le moteur de templates de Flask, qui s'appelle Jinja2, va aller chercher les fichiers dans un répertoire spécifique. Et il va falloir impérativement que ce répertoire s'appelle templates. On a créé le dossier templates et maintenant on va venir simplement déplacer le fichier homepage.html à partir du dossier template files et on va le mettre dans le dossier templates. Et puis simplement on va renommer le fichier en home.html pour que ça coïncide bien avec ce que l'on a renseigné au niveau de notre fonction render template. Et à ce stade, on devrait déjà réussir à rendre la page d'accueil. Alors on va vérifier que ça fonctionne correctement. On lance le serveur de développement. On ouvre le navigateur. Et voilà ce que l'on obtient pour l'instant. Alors c'est pas tout à fait ce que l'on souhaite, mais au moins on a déjà le contenu textuel de la page avec la bonne sémantique HTML. Le problème c'est que on n'a pas le CSS ni les images qui s'affichent correctement. En effet, si on regarde dans le fichier home.html, on comprend que Flask n'arrive pas à résoudre les chemins de nos fichiers statiques. Pour pouvoir lire les fichiers statiques, Flask va devoir les trouver dans un dossier spécifique et il va falloir que ce dossier s'appelle impérativement statique. Et c'est dans ce dossier que l'on va pouvoir mettre nos assets. Alors on va rester organisé, on va créer un premier sous-dossier assets et à l'intérieur de ce dossier, on va créer un autre sous-dossier CSS. On va couper la feuille de style qui se trouve dans le dossier template files et on va la mettre dans le dossier static assets CSS. Ensuite, on va pouvoir retourner dans notre fichier home.html et grâce au moteur de template Jinja2, on va pouvoir insérer du code Python à l'intérieur de nos fichiers de templates. Pour ça, on va venir ouvrir et fermer une double paire d'accolades et à l'intérieur, on va pouvoir écrire du code en Python et en particulier, on peut utiliser des fonctions de Flask. Notamment, on a une fonction URL for qui va nous permettre de résoudre le chemin des fichiers statiques. En premier argument, on renseigne statique et en deuxième argument, on vient passer le nom du fichier, donc assets/css/styles.css. On relance le serveur de développement, on retourne dans le navigateur, on rafraîchit la page et désormais on a bien notre style qui s'applique sur la page. Par contre, on n'a toujours pas nos images qui s'affichent et en réalité c'est exactement le même problème que précédemment, c'est-à-dire que Flask n'arrive pas à résoudre le chemin des fichiers. Donc on va venir dans le dossier template files, on va venir couper le dossier image et on va le coller dans notre dossier static assets. Et comme précédemment, on va pouvoir à nouveau utiliser la fonction URL for pour résoudre le chemin du fichier. En premier argument, on renseigne bien statique et ensuite, pour le nom du fichier, on va passer assets/image/guide.ico. On relance le serveur de développement,
On retourne dans le navigateur, on rafraîchit la page, et cette fois-ci, on remarque qu'on a bien notre favicon qui s'affiche correctement dans l'onglet. Alors maintenant, il va falloir faire la même chose pour toutes les images. On va simplement venir copier-coller le code de la fonction, et à chaque fois, on va venir changer le nom de l'image. Vous avez compris le principe. Alors comme c'est un procédé un peu fastidieux, je vais venir accélérer la vitesse de lecture de la vidéo pour éviter de perdre du temps pendant que je répète cette opération sur toutes les images de la page d'accueil. Voilà, c'est fait pour toutes les images. Donc on va pouvoir relancer le serveur de développement. On retourne dans le navigateur, on rafraîchit la page, et cette fois-ci, on a bien nos images qui s'affichent correctement. Alors par contre, on peut remarquer que notre JavaScript n'est toujours pas fonctionnel. On le voit notamment avec les notifications qui restent affichées. On le voit aussi avec le champ ville qui ne propose pas de suggestions lorsque on vient renseigner des caractères à l'intérieur. On a également le calendrier qui ne s'affiche pas correctement. Et pareil pour le slider qui ne fonctionne pas pour l'instant. On retourne dans notre fichier de template et en définitive, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que Flask n'arrive pas à résoudre le chemin du fichier JavaScript. Donc dans notre dossier static assets, on va créer un sous-dossier JavaScript et on va créer un fichier main.js. Et de retour dans notre fichier de template, on va pouvoir utiliser à nouveau la fonction URL_for pour cibler correctement notre fichier JavaScript. Et cette fois-ci, ce que l'on va faire, c'est que au lieu de copier directement tout le contenu du fichier JavaScript qui se trouve dans Template Files, on va venir coller au fur et à mesure dans notre nouveau fichier JavaScript le code qui nous intéresse. Et comme ça va nous permettre de pouvoir expliquer au fur et à mesure chaque morceau de code que l'on va rajouter dans notre fichier JavaScript. Alors dans un premier temps, on va venir chercher le code qui concerne les notifications. On va couper le code et on va le coller dans le nouveau fichier JavaScript. Pour les notifications, c'est très simple. On vient faire un query selector all et on vient récupérer tous les éléments qui ont une classe notification. Si on se rend à nouveau dans le fichier de template, on remarque que effectivement, on a bien 3 divs avec une classe notification. Une fois qu'on a récupéré les notifications, on va venir boucler dessus et pour chaque notification, on va rajouter un timeout qui va durer 6 secondes. Et une fois que les 6 secondes sont écoulées, on va supprimer la notification du DOM. On va vérifier que tout fonctionne correctement. On arrête le serveur de développement, on le relance, on retourne dans le navigateur, on rafraîchit la page et on remarque que au bout de 6 secondes, les notifications disparaissent. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper du calendrier. Et pour ça, on va utiliser une librairie qui s'appelle Flatpicker. Alors je vous laisse regarder la documentation si ça vous intéresse. Et en tout cas, nous, on va expliquer simplement le code qui nous concerne. On retourne dans VS Code. Alors bien évidemment, pour que tout fonctionne correctement, il faut impérativement que le script de la librairie soit présent dans les métadonnées. Et pareil, on a également un deuxième script qui est nécessaire pour la traduction des dates en français. Et puis, il va falloir aussi également que la feuille de style de la librairie soit présente également dans les métadonnées pour afficher correctement le calendrier. On va venir chercher le code qui correspond au calendrier, on va le couper et on va le mettre
dans notre nouveau fichier JavaScript. Ici simplement, on vient récupérer l'élément par son identifiant, input date. Et effectivement, si on regarde dans le fichier de template, on devrait avoir au niveau du formulaire un input avec l'identifiant input_date. Ensuite, ici, on a une condition qui est intéressante. On vient vérifier si l'élément existe bien dans le DOM. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien, c'est parce que on a un seul fichier JavaScript qui va être chargé dans toutes les pages. Et autrement dit, on aura certaines pages de notre application qui n'auront pas de date picker. Et donc dans ces cas-là, si on ne vérifie pas, ça va déclencher une erreur. Ensuite, on vient déclencher la fonction flatPicker, qui est une fonction issue de la librairie flatPicker. Donc encore une fois, si on n'a pas ajouté correctement le script de la librairie dans les métadonnées, ça ne fonctionnera pas. En premier paramètre, on a l'identifiant, et en deuxième paramètre, on a un objet d'option, la date minimum fixée à aujourd'hui, la langue fixée à français. Alors pour que ça fonctionne correctement pour la langue, il faut impérativement avoir ajouté le script de traduction dans les métadonnées. Ensuite, on va avoir le format de la date, etc. On va tester tout ça, on relance le serveur de développement, on retourne dans le navigateur, on rafraîchit la page, et cette fois-ci, on a bien notre calendrier qui s'affiche correctement. On va pouvoir passer au slider. Alors, comme précédemment, pour le slider, on va recourir à une librairie externe. Cette librairie, elle s'appelle Swiper.js et elle est vraiment très efficace pour créer des carousels que l'on va pouvoir customiser. Donc, je vous laisse regarder la documentation si ça vous intéresse. Et nous, dans notre cas, on va retourner dans VS Code. Alors encore une fois, j'insiste sur ce point, pour que tout fonctionne correctement, il faut impérativement que le script de la librairie soit présent dans les métadonnées. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Et ça vaut également pour la feuille de style. On va pouvoir maintenant récupérer le code du slider. On va le couper et on va le coller dans notre nouveau fichier JavaScript pour l'analyser ensemble. Alors, comme précédemment, on commence par récupérer un élément avec l'identifiant swiper_soon. Et si on regarde à nouveau dans la template, on a bien effectivement une div avec la classe swiper_soon. Ensuite, on vient vérifier que l'élément est bien présent dans le DOM, puisque je le rappelle, on a un seul fichier JavaScript pour toute l'application, et on n'aura pas forcément de swiper sur toutes les pages. Ensuite, on va instancier un nouvel objet swiper avec le constructeur. Ça va fonctionner puisque on a bien rajouté dans nos dépendances le script de la librairie Swiper.js. On passe l'identifiant et en deuxième paramètre, on a à nouveau un objet d'option. On a par exemple la boucle, donc le carrousel va boucler. On a la pagination, la durée entre les slides et la possibilité d'interagir avec le slider. On va tester tout ça. On relance le serveur de développement. On retourne dans le navigateur. On va fermer cet onglet. On rafraîchit la page. Et cette fois-ci, on a bien notre slider qui fonctionne correctement. Il nous reste une dernière fonctionnalité à mettre en place avec JavaScript. Ce sont les suggestions lorsque l'on vient modifier l'input pour rechercher une ville. Ça va être légèrement plus compliqué à mettre en place. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser de librairie externe. Donc on va venir couper le code qui correspond et on va le coller dans le fichier JavaScript pour l'analyser ensemble. La première chose que l'on va faire, c'est créer un décorateur debounce. J'en profite pour signaler que si vous ne connaissez pas les décorateurs, et en particulier le décorateur debounce, sur la chaîne, dans la playlist sur JavaScript, il y a une vidéo consacrée au décorateur et il y a également une vidéo consacrée spécifiquement au décorateur debounce.
Alors sans rentrer forcément dans les détails, ici ce que l'on va faire, c'est que on va appliquer un timeout et on va l'appliquer sur la fonction qui réagit à l'input en passant un certain délai. L'idée qui se cache derrière le décorateur debounce, ça va être de limiter le nombre de requêtes lorsque l'utilisateur recherche une ville. Si on n'utilise pas le décorateur debounce, le problème c'est que dès que l'utilisateur va modifier l'input, eh bien ça va déclencher une requête pour rechercher la ville. Et donc avec le décorateur debounce, on va appliquer un timeout et en définitive, on va attendre que l'utilisateur ait fini de taper avant d'envoyer la requête. Ensuite, on va venir récupérer les éléments du DOM qui nous intéressent, l'input et la boîte de suggestion. Et si on regarde dans la template, effectivement, on a bien notre input city et la liste non ordonnée pour les suggestions. Ensuite, on va venir ajouter un écouteur d'événements sur l'input. Et comme ça, dès que l'utilisateur va modifier l'input, on va utiliser notre décorateur debounce que l'on va appliquer sur la fonction searchCity. En deuxième paramètre, on passe le délai et comme ça, on va pouvoir limiter le nombre de requêtes lorsque l'utilisateur modifie l'input. Ensuite, on a notre fonction searchCity, c'est la fonction qui est décorée et qui va être chargée d'effectuer les requêtes vers l'API pour récupérer les villes. Dès qu'on va lancer la fonction, la première chose que l'on va faire, c'est réinitialiser le contenu de la boîte de suggestion. Ensuite, on a une condition. On vient regarder la longueur de l'input. Et s'il y a moins de 3 caractères, on va simplement retourner. Donc il faut au minimum que l'utilisateur tape 3 caractères pour lancer une recherche. Pour récupérer les données des villes, on vient effectuer une requête avec fetch vers l'API du gouvernement. En paramètre, dans l'URL, on passe bien la valeur de l'input. Et on a également un autre paramètre pour limiter le nombre de résultats. Si la réponse n'est pas OK, on vient jeter une erreur. Autrement, on récupère les données pour les villes qui correspondent à notre recherche. Si la longueur de la liste est égale à 0, ça veut dire qu'on n'a pas de résultat. Donc on va créer un list item. Au niveau du texte, on va mettre aucun résultat. Et ensuite, on va rajouter le list item dans la liste non ordonnée. Autrement, ça veut dire qu'on a des résultats. Donc on va pouvoir boucler sur la liste de villes. Et pour chaque ville, on va créer un list item. Au niveau du texte, on va mettre le nom de la ville. Et ensuite, sur le list item, on va rajouter un écouteur d'événements de type click et on va déclencher au clic une fonction select city pour sélectionner la ville. Et ensuite, on rajoute le list item dans la liste non ordonnée. En cas d'erreur, on vient simplement loguer un message. Ensuite, on a notre fonction select city qui est déclenchée lorsque l'on clique sur le list item. Et ici, simplement, on vient attribuer le nom de la ville à la valeur de l'input. Et ensuite, on vient nettoyer la liste de suggestions. Ensuite, on vient rajouter un écouteur d'événements directement sur le document de type click. On va aller regarder si l'utilisateur a cliqué sur l'input ou bien sur la boîte de suggestions. Et ensuite, si l'utilisateur n'a pas cliqué sur ces deux éléments, ici on a bien une négation. Donc autrement dit, l'utilisateur a cliqué en dehors. Et dans ce cas, on réinitialise la liste de suggestions. On relance le serveur de développement, on retourne dans le navigateur, on rafraîchit la page. Et si on commence à taper dans notre input, si on renseigne seulement 2 caractères, on n'a aucune recherche qui se déclenche. Par contre, dès qu'on vient taper un 3e caractère, cette fois-ci, on a une requête avec des résultats. Lorsque l'on clique sur un list item, on a la fonction select city qui se déclenche, et donc on récupère la bonne valeur au niveau de l'input. Notez également au passage que on ne vient pas effectuer de requête systématiquement dès qu'on tape une lettre dans l'input. On attend bien que l'utilisateur ait fini de taper avant d'envoyer la requête. Et ça, c'est grâce au décorateur debounce.
Notez également que lorsque on vient cliquer en dehors de l'input, on a bien notre boîte de suggestions qui est réinitialisée et qui disparaît. Et enfin, lorsque on renseigne une valeur absurde dans le champ, on obtient bien notre list item avec aucun résultat. Voilà, on en a terminé avec la page d'accueil. Alors maintenant, on va pouvoir faire la même chose pour nos deux autres routes et rendre des templates pour la connexion et l'inscription. On retourne dans VS Code. On va pouvoir fermer les différents fichiers qui sont ouverts et on va aller dans le fichier app.python. Et on va pouvoir utiliser la fonction renderTemplate pour notre route d'inscription et on va faire la même chose pour la route de connexion. On indique le chemin de la template. Dans le dossier templates, on vient créer un sous-dossier auth. Et ensuite, on va pouvoir déplacer nos deux fichiers, login.html et register.html, dans ce dossier auth. On relance le serveur de développement. Et cette fois-ci, si on vient visiter la route auth/login, ou bien si on visite auth/register, on tombe sur nos fichiers de templates. Alors on a le même problème que précédemment, à savoir qu'on n'a pas le JavaScript, ni le CSS, ni les images, et donc on va trouver un moyen pour résoudre ce problème sur toutes les pages. Si on retourne dans nos fichiers de templates, on peut remarquer que, en définitive, on a pas mal de code qui se répète entre toutes les pages. Notamment, dans toutes les pages, on aura systématiquement les métadonnées, et également, pareil, dans toutes les pages, on aura toujours le footer. Alors pour solutionner ce problème et limiter la duplication du code, on va utiliser l'héritage de templates. Alors ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va créer une template de base qui va contenir tout le code commun entre les différentes pages. On va se rendre dans le dossier templates et on va nommer ce fichier base.html. Et puis dans le fichier home.html, on va venir récupérer le code qui est commun entre toutes les pages. Alors on va prendre les métadonnées, on va prendre également la div avec les notifications, on va couper cette partie de code et on va la coller dans notre base. Ensuite, à nouveau, dans le fichier home.html, on va venir récupérer le footer, qui est commun également à toutes les pages. On va le couper et on va le mettre dans notre template de base. Et pour référencer le contenu qui va changer entre les différentes pages, on va utiliser un système de blocs. On va venir se mettre juste au-dessus du footer. Au niveau de la syntaxe, on va avoir une double paire d'accolades, des signes pourcentage, le mot-clé bloc, et ensuite on va donner un nom à notre bloc. On va l'appeler page content. Et enfin, systématiquement, il faudra bien penser à fermer les blocs. Pour ça, on utilise toujours la même syntaxe, sauf que cette fois-ci, on va employer le mot-clé end block. Alors remarquez également que, au-delà du contenu de la page qui va changer, on va également avoir un autre contenu qui va être dynamique, et c'est le titre de la page. Effectivement, les métadonnées peuvent changer, et c'est le cas pour le titre, qui va changer sur les différentes pages, par exemple accueil, ou bien connexion, ou inscription, etc. Donc à nouveau, on peut utiliser le système de blocs pour ce contenu dynamique qui va changer sur les différentes pages. On va créer un bloc title, et à nouveau, il faut bien penser à fermer le bloc. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se rendre dans les autres fichiers de templates et faire en sorte que ces templates héritent bien de la template de base. Donc dans un premier temps, on va retourner dans le fichier home.html, on va remonter tout en haut et on va rajouter
une nouvelle directive extends et ensuite on va rajouter le nom du fichier base.html. Et comme ça, notre template home va bien hériter de la template de base. Et maintenant, vous allez comprendre tout l'intérêt du système de blocs, puisque dans le fichier home.html, on va pouvoir utiliser les blocs et cette fois-ci insérer entre la directive de début de bloc et la directive de fin le contenu qui va être dynamique. C'est ce que l'on est venu faire ici pour le titre de la page. Et maintenant, on va pouvoir faire la même chose pour le contenu avec notre bloc page content. Donc, on va venir encadrer le contenu de la page avec les deux directives pour créer notre bloc. Donc, si on essaye à nouveau de bien comprendre ce qui se passe dans notre page, on a d'abord la directive extends et donc on va aller lire le contenu de la base. Ensuite, le moteur de template va tomber sur le bloc title et il va aller lire le contenu de ce bloc dans la page d'accueil. Et ensuite, il va tomber sur la directive endblock et donc il va retourner dans la base. Alors d'ailleurs, dans la base, ce que l'on pourrait faire pour ce bloc title, c'est rajouter un fallback, donc un titre par défaut directement dans la base. Toujours est-il que après la directive endblock, le moteur de template va continuer la lecture de la base, jusqu'à tomber sur le bloc page content, qu'il va aller lire dans la template qui hérite. Ici, en l'occurrence, homepage. Donc, il va lire le contenu du bloc, et lorsqu'il va tomber sur endblock, il va revenir à lire le contenu de la base jusqu'au bout. Et donc, normalement, si on relance le serveur, tout devrait fonctionner exactement comme auparavant sur la page d'accueil. On va venir se rendre sur / et on voit que la page d'accueil s'affiche correctement. Et maintenant, on va pouvoir faire la même chose dans les autres fichiers de templates. Alors, comme on a déjà fait le travail dans le fichier homepage, on va simplement venir récupérer le morceau de code qui concerne l'héritage. On va se rendre dans login.html, on va se débarrasser des métadonnées, et à la place, on va coller le code. Ici, on va simplement changer le titre de la page, on va mettre connexion, et ensuite on va se rendre tout en bas, on va se débarrasser du footer, et on va fermer le bloc. Et maintenant, on va pouvoir faire exactement la même chose dans le fichier register.html. On vient coller le code qui concerne l'héritage, on remplace le titre de la page par inscription, on se débarrasse du footer, et on ferme le bloc. On va vérifier que tout fonctionne correctement, on relance le serveur, on retourne dans le navigateur, et si on vient visiter la route off/login, on a notre page, et pareil, si on vient visiter off/register, on a bien notre page qui s'affiche. Il manque simplement les icônes. Alors on a déjà vu comment on pouvait résoudre ce problème. On va utiliser la fonction URL for. Et en deuxième paramètre, on va indiquer le chemin de notre icône dans le dossier statique. Comme précédemment, il s'agit d'une opération assez rébarbative, et comme vous avez compris le principe pour l'affichage des fichiers statiques, je vais venir accélérer la vitesse de la vidéo pendant que je viens répéter cette opération pour tous les icônes en remplaçant le nom des images. C'est fait pour la template login.html. On va faire la même chose pour register.html. À nouveau, je vais accélérer la vitesse de la vidéo pendant que je répète cette opération sur toutes les images. Une fois que c'est fait, on va pouvoir relancer le serveur. On retourne dans le navigateur et si on rafraîchit la page, on a bien nos icônes. Et pareil, si on vient visiter à nouveau la route off/login, on a bien nos icônes. Alors avant de conclure cette vidéo,
on pourrait régler un dernier détail et faire en sorte que nos liens fonctionnent correctement. Pour l'instant, si on veut naviguer dans l'application, on est obligé d'utiliser l'URL pour passer d'une route à l'autre. On va retourner dans VS Code. On est dans la template Register. Et au niveau de la balise du lien, on va remplacer la référence. On va utiliser à nouveau URL for, la fonction, et on va simplement pointer vers login. On va faire justement la même chose dans le fichier login. On va modifier la référence du lien, et cette fois-ci, dans la fonction URL for, on va pointer vers register. Et enfin, on va pouvoir aller dans la template de base pour changer le lien qui pointe vers la page d'accueil dans le footer. Et dans la fonction URL for, on va passer home. Alors si vous vous demandez à quoi correspond le nom de l'argument que l'on vient renseigner dans la fonction URL for, eh bien ça correspond au nom des différentes fonctions pour chaque route. On vérifie que tout fonctionne, on relance le serveur, on retourne dans le navigateur, on rafraîchit la page, on va se rendre sur Login, et maintenant on peut utiliser le lien pour aller sur Register. Et pareil, une fois qu'on est sur Register, on peut utiliser le lien pour revenir sur Login. Et on peut utiliser le lien du footer pour aller sur la page d'accueil. Voilà, on va pouvoir s'arrêter ici pour ce deuxième tutoriel. On va simplement rajouter le code sur le dépôt GitHub de la chaîne. Comme ça, vous pourrez accéder au code spécifique pour cette vidéo. On va faire un commit. Et enfin, on va pusher le code vers le dépôt distant. Voilà, en tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur Flask.